Le véritable problème avec Lewis Hamilton n'est pas les freins, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons pourquoi. Nous devons analyser comment les équipes se préparent pour le Grand Prix des Pays-Bas, y compris une section sur le problème du vent. Nous devons voir à quoi ressemblera la livrée spéciale de Ferrari, qui sera présentée à Monza. Nous devons également parler des déclarations de Rubens Barrichello sur Hamilton et analyser les commentaires de Montoya sur Warner, ainsi que ceux d'Helmut Marko. Avant de commencer, veuillez laisser un like pour soutenir et vous abonner pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1. Cela dit, commençons. L'adaptation de Lewis Hamilton à Ferrari a été bien plus compliquée que lui et l'équipe ne l'avait prévu. Après plus de 10 ans chez Mercedes, Lewis s'est retrouvé face à un univers totalement différent. Une nouvelle philosophie technique, une nouvelle gestion et même de nouveaux fournisseurs. Pas seulement pour l'unité de puissance, mais aussi pour les freins. Pour la première fois de sa carrière, il a dû travailler avec Brembo, le partenaire historique de Maranello. Et c'est là que commencent les premières frictions. Lewis a toujours eu une façon agressive de freiner. Une pédale dure à l'avant. De micro-blocages qui mettent n'importe quel système sous pression. Mais il parvient à les contrôler en modulant le freinage. C'est un style qui, durant ses années chez McLaren et Mercedes, le rendait dévastateur à l'entrée des virages. Toujours aux limites, toujours avec un contrôle total du véhicule. Cependant, en arrivant chez Ferrari, la situation a changé. La sensation avec le système de freinage est différente. Et cela a secoué un pilote qui a une grande confiance dans la phase de décélération. Ce n'est pas un problème dramatique, mais simplement enlever cette dixième de seconde qui fait la différence entre dominer et poursuivre. Mais réduire les problèmes de Hamilton uniquement aux freins serait trop simpliste. La vérité, c'est que les problèmes majeurs viennent d'autres aspects. Charge dynamique et équilibre. Charles Leclerc s'est habitué à vivre avec une Ferrari qui a souvent été instable au fil des années. Parfois même extrême. Là où il fallait sacrifier l'adhérence pour gagner en vitesse dans la ligne droite. Lewis, non. Il a toujours eu des voitures plus stables. Des réglages plus constants. Et aujourd'hui, il se trouve dans une SF25 qui n'est pas seulement difficile à conduire, mais qui lui coûte aussi de chauffer les pneus. Et quand il manque d'adhérence et de confiance, même le meilleur pilote du monde commence à paraître normal. Francesco Cigarini, ancien mécanicien de Ferrari, l'a dit clairement. Les réglages actuels fonctionnent mieux avec le style de Charles qu'avec celui de Lewis. Et le septuple champion du monde, face à cette situation, semblait presque abandonné. Parce que si la voiture ne répond pas, vous pouvez travailler sur les détails autant que vous voulez, mais vous n'en tirez pas le meilleur parti. Le résultat est une Ferrari qui manque de cohérence, alternant entre de bons week-ends et des courses où elle semble reculer. Une situation qui en substance annule l'expérience de Leclerc et complique encore davantage l'adaptation de Hamilton. Maintenant, la question est, que va-t-il se passer à partir d'ici ? En Formule 1, tout est une question d'engagement. Il ne s'agit pas seulement des freins, pas seulement des pneus et pas seulement de l'aérodynamique. C'est un ensemble complet qu'il faut assembler. Et attention, Leclerc lui-même a déclaré qu'il attendait une avancée de Hamilton lors des 10 dernières courses de la saison. Ces mots sont-ils simplement pour faire joli ? De mon point de vue, non. Vassoreo a également laissé entendre que quelque chose se préparait à Maranello pour rendre la SF25 plus maniable pour Lewis. En résumé, si un point doit être marqué en rouge, c'est le Grand Prix des Pays-Bas. À partir de là, nous comprendrons si Hamilton et Ferrari feront enfin un tournant ou si cette adaptation restera la plus difficile de leur carrière. Par conséquent, les freins Brembo ont également influencé le style de freinage de Hamilton. Mais ce n'est pas le seul problème qui a rendu la SF25 ingouvernable pour les septuples champions du monde. Il y a de nombreux aspects qui affectent la conduite et qui peuvent réduire d'un demi-dixième, d'un dixième. Mais lorsqu'ils s'additionnent, ils créent la différence entre Leclerc et Hamilton. Donc, nous pouvons certainement inclure les freins, les pneus et l'aérodynamique. Et ces trois composants ensemble impactent déjà la différence entre Leclerc et Hamilton. Ajoutons le fait qu'Hamilton doit s'habituer à une nouvelle équipe, à une voiture qui n'a pas été développée selon ses besoins. Et que pour exploiter le maximum de potentiel, cette SF25 s'adapte mieux au style de conduite de Charles.
Ce n'est pas par sa volonté, mais parce que les voitures sont poussées à la limite puis suivent une direction établie de manière indépendante par un pilote. Et c'est un aspect que Ferrari considère et travaille pour 2026. Avec la XR, qui est une ancienne Mercedes ayant travaillé pendant des années avec Lewis et souhaitant aider le septuple champion du monde à retrouver la compétitivité. Mais voyons ce que dit Rubens Barrichello à propos de Hamilton. Interviewé par le Mirror, Barrichello a parlé franchement. Hamilton reste un champion absolu et ne doit pas être jugé uniquement sur cette première moitié de 2025. Ce n'est pas qu'il ait oublié comment conduire maintenant, a-t-il déclaré franchement. Barrichello, aujourd'hui âgé de 53 ans, est un récent champion de la série NASCAR Brésil. Il sait ce que cela signifie de vivre sous la pression de Ferrari et avec un coéquipier qui est une charge. Il a vécu cette situation avec Michael Schumacher. Et peut-être pour cela, il pense que Lewis mérite du temps et de la confiance. Selon le Brésilien, tout dépendra de Ferrari en 2026. Si l'équipe peut tirer le meilleur parti du nouveau cycle réglementaire, Hamilton pourra immédiatement revenir lutter pour le championnat du monde. En réalité, Barrichello n'écarte pas la possibilité que le pilote britannique puisse être l'un des principaux prétendants dans la prochaine ère de la Formule 1. Le point est simple, Hamilton n'est pas un pilote en déclin, c'est un phénomène qui a besoin de la voiture adéquate. Avec une SF25 instable et difficile à piloter, même Leclerc ne peut pas maintenir la constance. Imaginez un pilote qui provient de plus de 10 ans de philosophie Mercedes. Par conséquent, pour Barrichello, il n'est pas nécessaire de pointer du doigt Lewis. Au contraire, Ferrari doit construire une voiture compétitive et cohérente autour de lui et Leclerc. Je suis entièrement d'accord avec Barrichello dans ses déclarations. Hamilton n'a pas oublié comment conduire, et quand il dit « Je suis inutile pour l'équipe » après les déclarations en Hongrie après la qualification, c'est simplement un signe de frustration face à la situation qu'il vit. Il est normal que les pilotes fassent des déclarations exagérées dans le feu de l'action. Mais ensuite, il est important de voir comment ils réagissent après ces moments difficiles. Lewis Hamilton a connu de nombreux moments positifs dans sa carrière mais aussi beaucoup de moments négatifs dont il est sorti encore plus fort. En pensant à la Coupe du Monde 2021, par exemple, où il est resté silencieux pendant des mois puis a poursuivi sa route en Formule 1, en recommençant avec le nouveau cycle réglementaire, plus motivé que jamais. Et voyons comment Hamilton a réagi après cette pause estivale. Je me souviendrai d'un moment où Hamilton a dit en Hongrie, si j'étais dans l'équipe, je changerais de pilote, je suis inutile. Et ces mots ont suffi à enflammer le monde de Ferrari et à terrifier nous, les fans. Hamilton envisageait-il vraiment un départ anticipé ? La rumeur a commencé à circuler fortement ces dernières semaines, mais la réalité est tout autre. Un divorce immédiat est pratiquement impossible. L'effort financier consenti à Maranello est trop important et l'objectif partagé est trop crucial, gagné en 2026 avec le nouveau cycle réglementaire. La vérité est que la pause estivale semble avoir fait du bien à Lewis. Après quelques jours en famille, le septuple champion du monde est apparu avec une attitude complètement différente. À la veille de Zandvoort, il a publié un message clair sur les réseaux sociaux. Il a dit que cette période lui a permis de réfléchir. Chacun de nous a des défis à relever, nous devons nous entourer de vérité et d'amour, prendre soin de nous pour aider les autres. Nous ne pouvons pas détourner le regard de l'objectif, il faut continuer d'avancer même lorsque cela semble difficile. Une publication qui est bien plus qu'une réflexion personnelle, c'est un avertissement, presque une promesse. Hamilton ne se sent pas du tout terminé, il veut repartir à zéro. Et après 14 courses sans podium, Lewis sait qu'il ne peut plus se permettre d'erreur. Leclerc a déjà obtenu 5 podiums et possède 42 points d'avance. La comparaison est impitoyable, mais les vacances d'été semblent lui avoir donné la force de changer la tendance. Ferrari, de son côté, n'a jamais envisagé un départ anticipé. Le projet Hamilton est lié à 2026 et la petite voiture veut construire un cycle gagnant avec lui et Leclerc. La sensation est qu'à partir de Zandvoort, nous verrons un Hamilton plus motivé, déterminé, démentant les critiques et s'approchant au moins du niveau de son coéquipier. Et attention, Monza est à 2 pas, là, il n'y aura pas de place pour les excuses. Plus qu'un départ anticipé, Hamilton reste le centre du projet Ferrari. Son message est clair,
il ne renoncera pas. 2025 a été très difficile, mais la seconde moitié de la saison peut encore changer la narration. Maintenant, la parole revient à la piste, et nous verrons aux Pays-Bas si nous reverrons le vrai Lewis Hamilton. Donc, à partir de maintenant, nous attendons un Hamilton plus motivé que jamais, capable d'aborder cette seconde partie de la saison comme une préparation pour 2026 et dans sa tentative de donner le meilleur de lui-même pour l'équipe, sans un seul moment de doute en lui-même ni dans l'équipe. Parce que Hamilton est souvent très autocritique, encore plus que Leclerc. Et cette attitude est typique des champions car elle les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes et à dépasser leurs limites. Cependant, souvent lorsque les situations ne vont pas bien, ils ont tendance à s'autodétruire. Et cela est mal, il faut maintenir la motivation clé pour continuer. Mais je veux aussi analyser avec vous les déclarations de Vasseur concernant la partie inférieure en Hongrie et comment cela a affecté la performance en course. Disons donc qu'il a également fait des prédictions indirectes sur la performance de Ferrari dans la seconde moitié de la saison. Frédéric Vasseur a brisé le silence et a abordé ouvertement ce qui affecte la saison de Ferrari depuis des mois, le problème de la hauteur du sol. Depuis le Grand Prix de Chine jusqu'à la fameuse double disqualification de Leclerc et Hamilton, Maranello vit un cauchemar technique. Pour éviter le risque de plus d'exclusion lors des inspections, l'équipe a dû gérer la voiture avec une marge de sécurité. En la Formule 1, cela équivaut à offrir du temps et des positions aux adversaires. Comme l'a expliqué Vasseur lui-même, chaque millimètre de hauteur est une position dans la grille. Un concept simple mais dévastateur. Plus la voiture doit être haute, moins elle génère de charge ou de dynamique et moins elle devient stable dans les virages. Le résultat est que les pilotes se retrouvent à lutter avec une voiture nerveuse et instable, difficile à pousser dans ses retranchements. Pendant des mois, Ferrari n'avait jamais reçu de confirmation directe. On parlait de dommages au châssis, de problèmes de maniabilité et de pneus difficiles à chauffer. Mais maintenant, Vasseur a déclaré l'évidence, la limite réelle est la hauteur du sol, qui réduit la charge et la confiance des pilotes. Ce n'est pas un détail mineur, aborder ce genre de problème n'est pas facile. Dans une Formule 1 avec une limite de budget et sans essai, travailler sur le châssis et le sol est compliqué. Et chaque pièce nouvelle risque de mal s'intégrer avec le reste de la voiture. Ferrari a présenté une nouvelle suspension arrière. Une mise à jour conçue pour améliorer le comportement du SF25, mais inévitablement elle n'a pas pu être développée à partir de zéro. Tous les tests et simulations ont été réalisés avec la configuration précédente. Et Vasseur a clairement déclaré « Nous avons effectué des ajustements mais nous n'avons pas pu repartir de zéro. » Je m'inquiétais parce qu'avec le format de sprint, nous n'avions qu'une heure d'essai libre. Finalement, cela s'est plutôt bien passé, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et même en Hongrie, nous avons vu une amélioration du SF25, notamment en ce qui concerne la hauteur du sol. Cependant, lors du deuxième arrêt au stand de Leclerc, nous avons observé un changement évident dans la performance entre la première partie de la course et la seconde. Cela est dû au fait que lorsque la hauteur du sol change, dans ce cas en raison de la pression des pneus, la performance de la Ferrari change également. Les mots de Vasseur n'offrent pas de solution immédiate, mais ils changent le ton de la communication de Ferrari. Jusqu'à présent, il avait été préféré cacher le problème, parler d'autre chose, le couvrir avec des explications commodes. Maintenant, il y a plus de transparence, du moins sur un aspect technique qui était évident pour tous. J'apprécie beaucoup les déclarations de Vasseur car elles mettent en lumière un problème évident de Ferrari. Et nous verrons lors des prochaines courses si ces mises à jour résoudront les problèmes de Ferrari. Mais voyons quelle livrée Ferrari prépare pour le Grand Prix d'Italie. Car ce sera une livrée spéciale dédiée à Niki Lauda. À Maranello, il pense déjà au Grand Prix d'Italie et une surprise est préparée pour Monza. Une livrée spéciale pour la SF25. Ce n'est pas seulement une simple refonte esthétique, mais un véritable hommage à l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du cheval cabré. Le 7 septembre 1975, Niki Lauda, avec la légendaire Ferrari 312T, a remporté son premier titre mondial à Monza, terminant 3e dans la course mais assurant mathématiquement le championnat. 50 ans plus tard, l'équipe a décidé de célébrer cet anniversaire rappelé ces dernières semaines avec plusieurs publications sur les réseaux sociaux dédiés au pilote autrichien et à sa voiture emblématique. Et ce sont des moments qui restent gravés à jamais, comme l'a écrit Ferrari elle-même.
montrant des photos historiques de Lauda et de la 312T. Ce n'est pas seulement un souvenir, mais aussi une indication claire de ce que nous verrons sur la piste dans moins de 2 semaines. L'entraînement libre spécial pourrait être inspiré par la 302T elle-même. À l'époque, le blanc dominait l'aérscope et contrastait avec le rouge classique de Ferrari. Il est également possible que ce détail fasse son retour sur la SF25 après le succès du schéma en noir et blanc utilisé également à Las Vegas. La question demeure de savoir si nous verrons d'autres solutions, comme l'aile grise métallique qui caractérisait la voiture de Lauda, ou si l'on restera plus proche du schéma de couleurs actuelles. Et il est essentiel pour Ferrari de célébrer le passé, de se souvenir de l'histoire du cheval cabré. Il sera intéressant de voir à quoi ressemble cette livrée et si elle nous attirera aussi, nous, les fans. Mais maintenant, nous devons parler de qui est favori aux Pays-Bas et qui l'est le moins. La Formule 1 revient à Zandvoort et McLaren arrive aux Pays-Bas avec un objectif très clair. Clore le championnat du monde des constructeurs le plus rapidement possible. La MCL39 est la voiture à battre, et si tout se passe comme prévu, elle sera aussi une protagoniste à Zandvoort. Mais attention, les risques ne sont pas absents. La force de McLaren réside dans sa polyvalence. L'autopapaya sait comment s'adapter à toutes les conditions de piste, trouvant des compromis que d'autres ont du mal à réaliser. Nous l'avons vu en 2024. À Zandvoort, Norris a battu Verstappen de 4 dixièmes en qualification, dominant le week-end. Et nous verrons si le scénario de cette année est prêt à se répéter. Dans les sections plus lentes, la MCL39 semble garantir stabilité et adhérence. Et Zandvoort est considéré comme une piste limitée par l'avant, où la clé réside à l'avant. McLaren possède l'un des meilleurs ailerons avant du paddock, capable de générer autant d'adhérence mécanique qu'aérodynamique. Et ici, une différence pourrait également apparaître entre Norris et Piastri. Mais il y a aussi une variable, qui est le vent. Déjà en Hongrie lors des qualifications, McLaren a souffert du changement soudain de direction du vent, perdant en stabilité et en temps. Zandvoort, étant un circuit proche de la mer, comporte le même risque. Il n'est pas exclu que si les conditions changent brusquement, la domination du MCL39 puisse diminuer. Le véritable avantage de McLaren sera autre, à savoir la gestion des pneus. Zandvoort est un circuit particulier. Du sable soulevé par le vent sur l'asphalte, une adhérence précaire et la traction sont cruciales lors de la sortie d'un virage. Une charge aérodynamique considérable est nécessaire. Dans ces conditions, les pneus ont tendance à surchauffer rapidement. Et c'est ici que le MCL39 fait la différence car il peut maintenir le comportement des pneus stables. Zandvoort verra probablement voir McLaren dominer car plusieurs aspects s'alignent avec la MCL39. Mais attention au facteur vent qui pourrait affecter la monoplace et changer les conditions de la piste également. Il sera intéressant de voir si Ferrari peut bien s'adapter à la piste avec tous les hauts et bas présents à Zandvoort. Et j'espère qu'ils seront la deuxième force. Ensuite, nous verrons sûrement Red Bull et Mercedes. Fais attention à Red Bull car Helmut Marko a envoyé un message pour 2026 en faisant également référence à Verstappen. Pour la première fois, Milton Keynes n'aura plus le soutien d'un fournisseur externe de moteurs. En effet, en 2026, il n'y aura ni Honda, ni Renault, ni fournisseur. Red Bull Powertrain apportera la nouvelle unité de puissance sur la piste. Un défi contre des géants avec des décennies d'expérience comme Ferrari, Mercedes, Honda et Audi. Helmut Marko le sait bien, et la seule façon de garder Verstappen est de ne pas lui donner de raison d'activer des clauses de sortie. En d'autres mots, Red Bull doit rester en tête. Notre objectif est d'être en rang 2026 avec Max, a déclaré Helmut Marko. Les valeurs que nous voyons maintenant sont prometteuses, mais il reste encore du temps avant les essais. Nous faisons de bons progrès avec le châssis, mais le véritable défi sera l'unité de puissance, moteur à combustion, batterie, carburant et alimentation en énergie. Tout sera décidé à partir de là. Selon Helmut Marko, le risque est de revivre 2014, lorsque Mercedes a introduit un moteur avec 50 à 70 chevaux de puissance en plus que les autres, dominant sans rivaux. Un déjà-vu que Red Bull ne peut pas se permettre, surtout maintenant que sa star, Verstappen, a le destin de l'équipe dans ses clauses contractuelles. Cependant,
il y a un détail qui rend la relation entre Max et Red Bull unique. Au-delà de la piste, Verstappen a une liberté totale dans ses mondes parallèles, GT3 et simulation de course. Deux passions que l'équipe lui a permis de cultiver sans restriction. Un traitement spécial qu'il n'aurait par ailleurs. Selon Helmut Marko, parler uniquement avec des simulateurs de GT3 suffit à mettre un sourire sur le visage de Verstappen. Un signe que, du moins sur le plan personnel, Red Bull reste l'endroit idéal pour lui. Mais cela sera-t-il suffisant ? La vérité est que tout dépendra de la qualité du projet de 2026. Si le moteur peut supporter la comparaison, Verstappen restera pour piloter la nouvelle Red Bull. Sinon, si la différence est similaire à celle observée avec Mercedes il y a 10 ans, les clauses redeviendront intimidantes. Et à mon avis, Red Bull aura des difficultés l'année prochaine car ils devront développer un moteur entièrement nouveau. Il est vraiment difficile de réussir avec le moteur dès la première année en tant que constructeur, compte tenu des changements de règles qui s'appliquent à tous. Mais d'autres équipes comme Mercedes et Ferrari ont des années d'expérience. C'est pourquoi il est beaucoup plus probable que ces équipes performent mieux que Red Bull. Pour cette raison, je pense que Verstappen sera libre sur le marché pendant les vacances d'été de l'année prochaine. Et il pourrait être recruté par une autre équipe. Nous verrons bien qui ce sera. Cela pourrait être Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Aucun adversaire ne peut être exclu de la lutte pour le championnat du monde à 4 reprises. Également parce que Verstappen est vraiment un pilote qui fait la différence dans la voiture qu'il conduit. Nous le voyons déjà cette année avec la différence entre McLaren et Red Bull. Au début de l'année, il faisait souvent la différence par rapport aux autres pilotes. Surtout en qualification, réalisant plusieurs pole positions inattendues. Ainsi, Verstappen est un pilote qui fait la différence. Et il sera probablement disponible sur le marché l'année prochaine si Red Bull ne performe pas bien. Il sera donc important que les rivaux commencent à prendre contact dès maintenant pour les années à venir. Au cas où Verstappen serait disponible avec des clauses contractuelles. Enfin, il faut voir ce que Montoya a dit à propos de Christian Horner. L'avenir de Christian Horner est l'une des grandes inconnues dans le paddock. Après 20 ans chez Red Bull et 14 titres mondiaux remportés en tant que chef d'équipe, Horner a été licencié. Depuis lors, c'est le silence total. Pas d'interview. Seulement la vie privée. Mais, peut-il vraiment mettre fin à la carrière de l'un des dirigeants les plus performants de la Formule 1 moderne ? Il est difficile d'imaginer une Formule 1 sans lui. Bernie Ecclestone, son ami personnel, est convaincu que Horner ne reviendra que s'il a l'opportunité d'acheter des actions dans une équipe. En d'autres termes, pas seulement un rôle d'employé simple, mais un projet avec un pouvoir de décision. Cela exclurait des équipes solides comme Ferrari et Aston Martin, où la propriété est assurée. D'un autre côté, Juan Pablo Montoya n'a aucun doute. Le Colombien a été clair. Si Christian en a l'opportunité, il reviendra. Je ne sais pas s'il voudra vraiment le faire après tout ce qui s'est passé. Mais le vrai point est un autre. Peut-être que l'accord avec Red Bull lui empêche de travailler en Formule 1. C'est la seule chose qui pourrait le stopper. Montoya a encore plus aspiré et a dit que s'il était responsable d'une équipe comme Aston Martin, Cadillac, Alpine, il l'embaucherait en 2 secondes. La raison est simple. Horner n'est pas seulement un gestionnaire. C'est un architecte de projets gagnants. Il a construit une Red Bull à partir de zéro. Il savait comment s'entourer des meilleurs talents. Il a géré le cycle de Vettel puis celui de Verstappen. Un profil comme celui-ci pour une équipe émergente ou en croissance signifierait une véritable opportunité de changer de statut. Et ainsi, nous verrons si Horner reviendra ou non en Formule 1. Certainement, à ce jour, il existe un accord de séparation avec Red Bull qui l'oblige à rester encore. Laissez-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo publiée ici sur la chaîne. Chaque jour, nous parlons de toutes les actualités liées à la Formule 1 et Ferrari. C'est tout depuis Rastro, on se voit dans la prochaine vidéo.